Bonjour, ici Gaëtan Klein et bienvenue dans cette mini-conférence qui, comme toutes les autres mini-conférences, sont présentes sur mon site internet et sur ma chaîne YouTube, et dans laquelle j'explique la thérapie Peak State et comment ça peut nous aider à améliorer notre vie. Et dans cette mini-conférence aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez intéressant puisqu'il s'agit des relations toxiques, de ce que certaines personnes peuvent décrire comme des attaques psychiques. On va voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se cache derrière ça. Mais aussi, de manière générale, quand on parle des relations toxiques, on va aborder des choses comme le triangle dramatique, le sentiment de persécution, et on va allier ça à un mécanisme qu'on appelle les cordes dans la thérapie Peak State. Et je vais vous montrer pourquoi les cordes sont un des principaux mécanismes de tous ces effets qui sont cités juste au-dessus. Et si vous êtes vous-même dans des relations toxiques ou si vous aidez des gens qui sont dans des relations toxiques, je vais vous donner une technique extrêmement efficace pour changer les choses et commencer à vous libérer de ces relations. Alors allons-y. Donc cette mini-conférence, elle fait partie d'une suite d'ateliers qui s'appelle Se libérer des relations d'emprise et de manipulation, que vous pouvez retrouver aussi sur mon site et sur ma chaîne YouTube. Et donc je vous conseille de commencer par les premiers ateliers pour bien comprendre le contexte, mais aujourd'hui, on va voir quelque chose de très spécifique et je vais essayer de l'expliquer de manière claire et détaillée. Donc, il existe un mécanisme qu'on appelle les cordes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une corde? C'est le fait que quand deux personnes se rencontrent, elles vont commencer à échanger de manière verbale, mais aussi de manière non verbale. Et en tant qu'être humain, il y a beaucoup de choses que l'on capte, beaucoup d'informations quand on rencontre quelqu'un pour la première fois. Évidemment, il y a certaines choses qui passent au niveau conscient et beaucoup plus de choses en fait qui passent à un niveau inconscient. Et il y a ce mécanisme en particulier qui fait que si deux personnes se rencontrent, elles peuvent avoir des émotions négatives complémentaires. Par exemple, imaginons un homme qui rencontre une femme et cet homme a cette émotion dans son ventre qui lui fait sentir qu'il a peur. Et plus précisément, il se dit j'ai peur des gens que je ne connais pas. C'est comme ça. Cet homme, quand il rencontre quelqu'un pour la première fois, a toujours une certaine peur, une certaine anxiété. Et disons qu'il rencontre quelqu'un qui, lui, ou elle en l'occurrence, on va dire que c'est une femme, ressent une sorte d'irritation envers les gens qui sont anxieux ou peureux. Donc, par exemple, cette femme a de la colère et, pour une raison ou pour une autre, elle n'aime pas les gens qui ont peur, ça lui déclenche voilà, de l'irritation et elle est en colère. Malheureusement, ces deux personnes peuvent se trouver dans cette situation où ces deux émotions négatives se déclenchent en même temps. Parce qu'évidemment, on sent ce qui se passe chez l'autre, et si on rencontre quelqu'un et que cette personne a peur, on peut le sentir, n'est-ce pas? Le problème, c'est que si ces deux émotions sont complémentaires, vous voyez ici que la phrase chez l'un et chez l'autre sont des phrases complémentaires. J'ai peur des gens que je ne connais pas, et je rencontre quelqu'un que je ne connais pas qui, elle, est en colère envers les gens qui ont peur. Donc ça match, ça colle. Dans ces cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un lien qui se crée entre ces deux émotions. Malheureusement, ce lien n'est pas une bonne nouvelle parce que, à travers ce lien, il y a une sorte de message qui passe d'une personne à l'autre. Donc la personne, par exemple, qui est en colère, elle va envoyer un message qui va être, par exemple, arrête d'avoir peur. C'est une sorte de phrase. C'est une phrase souvent très concise, mais cette phrase, elle est porteuse d'une émotion et d'une tonalité. C'est pas une phrase très sympathique en général, c'est une phrase assez rigide, assez affirmative. Donc, par exemple, elle va envoyer arrête d'avoir peur. Et l'homme, ce qu'il va renvoyer, c'est tu me fais peur. Pourquoi? Parce que ces phrases ne sont pas des phrases conscientes, ce ne sont pas des phrases que l'on décide dans notre tête, mais c'est notre corps ou notre inconscient qui automatiquement envoie ce message à l'autre. Et donc, dans ce cas-là, il y a un dysfonctionnement puisque ces phrases sont à la fois négatives et antinomiques. Si quelqu'un envoie à une personne arrête d'avoir peur et que l'autre lui envoie tu me fais peur, eh bien, ça se contredit, donc ça bloque. Et malheureusement, quand il y a ce genre de mécanismes qui se mettent en place, eh bien, nos deux protagonistes sont coincés. C'est-à-dire qu'ils vont malgré eux reproduire cet élément de relation à l'intérieur de leur relation. Donc même si leur relation globale est plutôt positive, par exemple si ce sont des collègues qui s'entendent bien, il peut y avoir cet élément qui, malgré eux, va continuer à se rejouer et il va y avoir ce truc négatif qui se passe entre eux.
Et quand on a ce genre de mécanisme qui est mis en place, quand on a une corde avec quelqu'un, eh bien, ça reproduit ce schéma encore et encore, malgré notre décision consciente. C'est très difficile de surpasser ça consciemment. Et c'est pour ça qu'avec certaines personnes, on a parfois, sans vraiment comprendre pourquoi, quelque chose qui accroche pas, quelque chose qui ne passe pas, et il y a toujours la même émotion qu'on ressent vis-à-vis de cette personne. Et cette personne, en fait, ressent aussi, elle, une émotion par rapport à nous qui se déclenche sans qu'elle forcément comprenne pourquoi. Alors pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Eh bien, ces mécanismes sont des mécanismes inconscients. Et notre inconscient, il a une certaine manière de traiter les informations, et en particulier de traiter les informations qui sont à ce niveau-là, et en particulier les croyances. Donc l'ordinateur, ici, c'est un peu votre inconscient. Notre inconscient fonctionne un peu comme un ordinateur, il y a des programmes qui gèrent certaines actions. Et quand on a vécu un événement qui nous a traumatisés, et que cet événement a laissé une empreinte en nous, une marque en nous, ça va créer plusieurs choses. Première chose, c'est évidemment que ça va créer une émotion négative qui va se déclencher automatiquement. À chaque fois que l'on vit une situation, un contexte qui nous rappelle la première situation qui était traumatisante, la même émotion se redéclenche dans ce contexte. Mais ce n'est pas seulement une émotion. Il va y avoir avec l'émotion une croyance, c'est-à-dire une pensée qui nous paraît vraie, même si elle n'a pas de substance de réalité réelle, physique. Quand on a une croyance, ça nous paraît vrai. Et c'est souvent une phrase qui limite notre accès à la réalité, on va en reparler. Donc, on a une croyance qui est présente, on a une réaction physique, et tout ça se passe en dehors du contrôle conscient. On ne peut pas vraiment choisir ce qui se passe. Donc, l'information qui entre dans l'ordinateur, c'est cette émotion et cette croyance. Par exemple, imaginons quelqu'un qui n'a pas vécu des relations avec ses parents très très positives et qui à un moment donné a été traumatisé et il en a conclu je ne mérite pas d'être aimé. Mes parents ne m'aiment pas ou mes parents ne me traitent pas de la bonne manière, donc j'en conclus que c'est de ma faute, je ne mérite pas d'être aimé. Donc c'est une croyance qui n'est pas rationnelle, mais qui peut avoir un véritable impact sur notre qualité de vie parce qu'au fond de nous, on se sent par exemple malheureux ou triste ou seul, abandonné, etc., etc. Donc on peut avoir tout un tas d'émotions, mais prenons cette croyance-là. Je ne mérite pas d'être aimé. Si votre inconscient a enregistré dans sa base de données cette émotion et cette croyance, à chaque fois qu'il y a une situation qui se présente qui va faire appel à normalement ces informations qu'on a en nous, eh bien, l'ordinateur va prendre cette information et va dire « Ok, c'est ça l'information, c'est ça que je dois vivre ». Donc, à chaque fois qu'on a une croyance, notre subconscient considère que cette croyance est vraie et donc il obéit en quelque sorte à cette croyance. Donc, si on a quelque chose qui en nous dit au fond « je ne mérite pas d'être aimé », même si consciemment on pense le contraire, on se dit « non, je mérite d'être aimé, je veux être heureux », si notre inconscient a l'information « je ne mérite pas d'être aimé », eh bien c'est ça qu'il va considérer comme vrai. Et donc il va l'appliquer. Et comment est-ce qu'il va l'appliquer? Eh bien, puisque cette croyance, cette phrase est vraie pour lui, il va manifester ça dans notre comportement malgré nous. Et donc, en quelque sorte, la réalité va être filtrée parce que pour notre inconscient, la réalité, c'est « je ne mérite pas d'être aimé ». Donc même si ce n'est pas vraiment la réalité, nous allons percevoir la réalité à travers ce filtre. Et donc, on va adopter des comportements qui valident aussi cette croyance. On ne va pas avoir accès à toutes nos ressources, parce que pourquoi est-ce qu'on aurait accès à ces ressources si elles contredisent la croyance? La croyance passe avant les ressources, donc on est limité dans ce que l'on peut faire. Et donc, malgré nous, on va agir de manière à valider cette croyance. Par exemple, j'ai rencontré beaucoup de gens en thérapie qui avaient cette croyance « je ne mérite pas d'être aimé » et qui avaient des relations amoureuses pas forcément très satisfaisantes. Et lorsqu'on avait exploré un petit peu ce qui s'est passé dans leur vie, on s'est rendu compte qu'à chaque fois que quelqu'un les aimait vraiment, ils repoussaient cette personne. Pour X ou Y raison, ils trouvaient un prétexte de repousser cette personne qui les aimait vraiment. Je sais que c'est complètement dingue, parce que consciemment on se dit « bah non, je veux être aimé, je veux être heureux, donc si je rencontre quelqu'un qui m'aime vraiment, bah c'est génial ». Mais non, parce que si votre inconscient a cette information « je ne mérite pas d'être aimé », c'est ça qu'il va manifester.
Et donc, si quelqu'un vous aime vraiment, votre inconscient va faire en sorte de trouver une excuse pour repousser ça, parce que ça ne rentre pas dans son cadre de référence, ça ne rentre pas dans ses croyances. Et donc, malheureusement, si on agit de cette manière-là, malgré nous, eh bien, ça va renforcer la croyance. Donc, c'est un cycle qui se met en place de manière assez pernicieuse, sans qu'on s'en rende compte, et qui se renforce avec le temps. Et on peut finir par y croire consciemment, on peut finir par se dire, bah oui, c'est sûr, je ne mérite pas d'être aimé. Et à ce moment-là, ça se renforce encore plus, parce que on va agir de manière à ce que cette croyance soit toujours validée. C'est comme ça que ça fonctionne dans notre inconscient. Donc vous comprenez que si vous rencontrez quelqu'un avec qui il y a cet échange négatif, eh bien c'est la même chose qui se passe. Cette personne à gauche, cette femme qui se dit les gens peureux, ça m'irrite, ça me met en colère, eh bien malgré elle, quand elle rencontre quelqu'un qui ressent de la peur, elle va avoir cette réaction qui se manifeste. Et elle va lui envoyer le message arrête d'avoir peur, et elle va l'envoyer d'une manière qui n'est pas très bienveillante, très sympathique. Elle va peut-être l'envoyer d'une manière qui est basée sur la colère et donc d'une manière qui peut être un petit peu effrayante. Et donc cet homme qui a cette croyance, j'ai peur des gens que je ne connais pas, va automatiquement ressentir de la peur. En plus, il reçoit ce message négatif, arrête d'avoir peur, qui lui fait peur. Et donc il renvoie ce message, tu me fais peur. Le problème, c'est que les deux personnes reçoivent ce message. Et comme elles reçoivent ce message, c'est une nouvelle information pour leur subconscient. Et leur subconscient va obéir à ce message. Donc la femme reçoit l'information, tu me fais peur. Ah, son inconscient se dit, ok, c'est ça que je dois faire, je dois lui faire peur. Ah oui, il me dit, tu me fais peur, donc c'est très littéral, je prends les choses au premier degré. Je te fais peur, ok, ben, je vais continuer à te faire peur. Et l'autre, l'homme, il reçoit, arrête d'avoir peur, mais ça contredit son émotion, donc ça le stresse, et donc il a encore plus peur, et ainsi de suite. Donc malheureusement, quand il y a une corde qui se met en place entre deux personnes, ça renforce le schéma négatif entre elles et ça va faire que cette même émotion continue à se déclencher encore et encore dans leur relation. Maintenant, il y a un phénomène que certaines personnes décrivent comme une attaque psychique, comme si vous avez l'impression que quelqu'un vous aime et en fait cette personne, elle a de mauvaises intentions pour vous. Et ça arrive beaucoup dans les relations d'emprise et de manipulation. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Bon, si vous avez l'impression que vous avez reçu une attaque psychique, eh bien, il y a une explication rationnelle. C'est pas de la magie, mais c'est juste qu'entre êtres humains, on ressent des choses par rapport aux relations qu'on a avec les autres. Et selon ce mécanisme des cordes que je viens de décrire précédemment, il y a des informations qui passent. Malheureusement, si ces informations sont vraiment négatives, on va les recevoir de manière très négative. Donc dans cet exemple, la femme à gauche ressent de la rage et disons qu'elle ressent tu ne mérites pas mon amour. Et l'homme, lui, il ressent de l'angoisse. Je suis mal aimé, on ne m'aime pas, ma femme ne m'aime pas et je ne mérite pas d'être aimé, ce genre de choses. Comme cette émotion chez la femme est très intense et très négative, elle va lui envoyer, il va y avoir une corde qui se met en place puisque les deux émotions sont complémentaires. Tu ne mérites pas que je t'aime, je ne mérite pas d'être aimé, ça match, ça correspond. Donc il y a la corde. Mais cette corde, elle va avoir une nature particulière parce que comme cette femme ressent de la rage et que c'est vraiment négatif, tu ne mérites pas mon amour, eh bien ça va se transformer en quelque chose que l'homme reçoit comme étant très négatif et même douloureux. Et évidemment, il lui renvoie le message complémentaire, donc ne m'aime pas. Non, les deux schémas se renforcent, ça va toujours dans les deux sens. Je vous donne un autre exemple. Imaginons quelqu'un qui ressent de la haine pour une autre personne et qui se dit ah, celle-là, je la déteste et je préférerais qu'elle meure. Pas très sympathique. Et si malheureusement il y a une corde entre ces deux personnes, eh bien c'est ce message de haine qui va passer. Donc ça peut être résumé par la phrase meurs, par exemple. Et qu'est-ce qui va se passer chez cette femme? Eh bien, elle va ressentir ça comme vraiment comme une attaque, quoi. Comme si vraiment elle sent que cette personne est malveillante, qu'elle voudrait qu'elle meure. Et en général, ce n'est pas forcément quelque chose dont on prend conscience, mais c'est quelque chose que l'on ressent au fond de nous. En l'occurrence, ça peut être l'impression qu'on a comme un poignard qui nous est planté dans le dos
et ça peut créer des douleurs qui sont de véritables douleurs physiques. Et ces douleurs physiques, elles sont généralement associées à une émotion et à une croyance négative. Donc, par exemple, je ne mérite pas de vivre. Donc, vous voyez que c'est très, très négatif, à la fois pour la personne qui émet ça et pour la personne qui reçoit ça, c'est très négatif. Donc, quelle est la différence entre une corde et une attaque? Eh bien, en fait, c'est le même mécanisme sous-jacent. Ce sont deux formes de cordes. Seulement, quand la corde est basée sur une émotion très malveillante, par exemple de la haine ou de la rage ou de la jalousie, eh bien, c'est comme si la personne envoie vraiment une attaque et ça va être perçu de cette manière. Donc, ça va créer une douleur physique chez la personne qui est de l'autre côté. Et souvent, on ressent ça comme quelque chose de pointu qui nous transperce. Donc, c'est un peu comme si on avait une lance ou un poignard ou une flèche qui nous transperce. Et c'est très souvent des choses que l'on va ressentir dans le cœur, comme un coup de poignard dans le cœur, ou comme une flèche qui nous transperce dans la gorge, ou dans le dos, comme si on avait un coup de poignard qui nous transperce dans le dos. Malheureusement, ce genre de mécanisme est quelque chose qui va maintenir le problème pour les deux protagonistes. Donc même si les deux personnes voudraient améliorer leur relation, eh bien malgré elles, ce truc va continuer à se maintenir dans leur relation. Et évidemment, si c'est vraiment basé sur une émotion malveillante, ça va créer de la douleur. Les cordes simples sont aussi limitantes et négatives parce qu'elles nous coincent dans un schéma relationnel dont on ne veut pas. Elles maintiennent le problème en place pour les deux et elles sont un peu plus fréquentes que les attaques, mais dans le fond, les deux situations sont un problème. Et malheureusement, si vous vivez vous-même une relation vraiment toxique avec quelqu'un, eh bien, il se peut qu'il y ait plusieurs cordes entre vous et cette personne. Et ça arrive assez régulièrement chez les gens que j'accompagne en thérapie parce qu'ils ont vécu des relations d'emprise, de manipulation, ou des relations toxiques avec leurs parents, ou avec leurs conjoints, ou avec des collègues parfois. Eh bien, il y a plusieurs de ces cordes, et certaines de ces cordes peuvent être vraiment comme des attaques. Et plus il y a de cordes, plus la relation est toxique, mais on maintient la relation. C'est ça qui est fou dans ce mécanisme, c'est que ce genre de corde ne va pas faire qu'on s'éloigne de la personne et qu'on rompt la relation. Ça fait au contraire que la relation se maintient et qu'en même temps elle est toxique. Et c'est pour ça que certaines personnes restent dans des relations qui sont négatives. C'est parce que en même temps, il y a un côté addictif dans ce type de mécanisme. Évidemment, encore une fois, consciemment, on va se dire mais c'est n'importe quoi, c'est complètement fou, c'est complètement irrationnel. Oui, mais l'être humain est irrationnel. Et malheureusement, ce genre de liens, même s'ils sont négatifs, sont addictifs. Parce qu'en tant qu'être humain, on préfère avoir un lien avec quelqu'un qu'être seul et abandonné. Donc parfois, on préfère rester dans une relation qui est négative pour nous, plutôt que de ressentir le sentiment d'être abandonné ou d'être seul. Et donc, on fait le choix de sacrifier un peu notre bien-être pour garder cette relation, pour maintenir cette relation. De toute manière, la nature même de ces cordes est addictive en elle-même. Elle fait qu'il y a une partie de nous qui pense que c'est normal de vivre ça. Et c'est pour ça que les gens qui vivent ce genre de relation ne font pas forcément ce qu'il faut pour en sortir et elles continuent à vivre ça pendant des années, et même pour certaines personnes pendant toute leur vie, parce que inconsciemment elles supposent que c'est normal et on suppose même que tout le monde vit ça. Seulement, tout le monde ne vit pas ça. Donc, ces cordes ou ces attaques agissent elles-mêmes comme des croyances ou des conditionnements. Et donc, notre inconscient valide en quelque sorte ces phrases, ces émotions, et ça maintient cette réalité. Et donc, ça oblige les deux personnes à jouer ce scénario malgré elles. Encore une fois, c'est au-delà de la volonté consciente. Donc, ces deux personnes sont en quelque sorte victimes de leur conditionnement, parce qu'elles sont toutes les deux coincées ensemble dans ce schéma. Donc, c'est pas comme s'il y avait un agresseur et un agressé, c'est plutôt comme s'il y a une sorte de négociation et d'accord de on va jouer ce scénario ensemble. C'est ce qu'on appelle un jeu transactionnel dans certaines techniques, dans certaines méthodes, une transaction en quelque sorte. Maintenant, pourquoi est-ce que certaines personnes vivent souvent dans leur vie ce qu'on appelle le triangle dramatique, c'est-à-dire d'être soit victime, soit dans une posture de sauveur ou dans une posture de persécuteur. Alors, qu'est-ce que c'est que ça?
Donc ce triangle qu'on appelle le triangle de Karpman, c'est une analyse des relations humaines et de certains types de relations, de transactions dans la relation. Et c'est quelque chose que je ne vais pas expliquer en détail parce que c'est très connu, donc je suppose que vous comprenez ce que ça veut dire. Et malheureusement, quand on est dans un triangle dramatique, on va vivre dans nos relations le fait soit de sauver les autres, et on cherche à sauver les autres constamment, soit on est une victime, et donc une victime, elle a besoin d'être sauvée, elle va chercher un sauveur, soit on est un persécuteur, et donc soit on est en conflit avec les gens qui sont des sauveurs, soit on trouve des victimes à persécuter. Et malheureusement, ces relations sont des corrélations, ce sont des relations de codépendance. Ça veut dire que si quelqu'un qui a un schéma de persécuteur rencontre quelqu'un qui a un schéma de victime, eh bien, ils vont créer des cordes entre eux et ils vont se dire, tiens, on va pouvoir jouer ce scénario entre nous, c'est génial, c'est parfait. Donc, allons-y, je vais être le persécuteur et tu vas être la victime. Et clac, ils se mettent en relation. Et même si consciemment, ils ne voudraient pas vivre ça parce que c'est de la souffrance, inconsciemment, ce jeu, ces rôles sont mis en place. Donc, un persécuteur a besoin d'une victime pour exister, évidemment. On ne peut pas être persécuteur si on n'a pas quelqu'un à persécuter. Mais la victime aussi va avoir besoin d'un persécuteur. Parce que si on a en nous-mêmes le conditionnement qu'on est une victime, eh bien notre inconscient va valider cette croyance. Et donc, une victime, elle a quelqu'un qui la persécute. Et donc, si on est une victime, eh bien évidemment, on va toujours se retrouver dans des relations où on est agressé, persécuté, malmené, ou alors on va chercher un sauveur, et c'est un cycle qui n'en finit pas. Donc c'est un piège. La position de victime n'est pas une bonne position, de même que la position de sauveur est à remettre en question. Et évidemment, la relation de persécuteur, ça c'est plus évident que c'est négatif, mais les trois postures sont des postures négatives parce qu'elles nous coincent dans ce schéma. Donc, si vous avez en vous un conditionnement de victime, vous allez trouver des gens avec qui jouer ce scénario, malgré vous. Et si vous avez un manque d'estime de soi, par exemple, si vous avez cette croyance qui dit « je ne mérite pas d'être aimé », eh bien, vous allez rencontrer des gens qui valident cette croyance, comme j'ai expliqué précédemment. Et donc, vous allez vous retrouver dans ce triangle dramatique, parce que nos croyances conditionnent, créent même notre réalité. Évidemment, le corollaire de ça, c'est qu'on peut changer les choses, on peut sortir de ce type de relation toxique en changeant ce qui se passe en nous-mêmes. Parce qu'il faut travailler sur nos croyances, nos émotions, et sur le fait qu'on vit, le fait d'être une victime, c'est parce qu'en nous, il y a ce conditionnement qui maintient cette réalité, qui nous empêche de trouver une relation, une réalité différente. Et donc très souvent, la qualité de nos relations externes dépend de notre qualité de relation interne, notre relation à nous-mêmes. Est-ce que déjà nous-mêmes, on s'aime, par exemple? La plupart des gens qui ont cette émotion en eux, qui se disent « je ne mérite pas d'être aimé », ne s'aiment pas eux-mêmes. Si vous ne vous aimez pas vous-même, comment est-ce que vous allez pouvoir trouver quelqu'un qui vous aime? Ben non, ça ne va pas aller. Parce que vous allez vous dire, ben non, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, et puis non, de toute manière, j'ai connu d'autres choses dans ma vie, donc voilà. Il y a toujours des choses qui font que les mêmes choses se rejouent. Ce triangle de Karpman, ce triangle dramatique, on peut le jouer à deux, c'est-à-dire qu'on peut, entre deux personnes, jouer à ce jeu-là, en quelque sorte. Ce n'est pas un jeu, mais c'est une transaction, un rôle, on va dire. On peut le jouer en changeant de place. Donc, par exemple, je peux jouer à la fois le rôle de persécuteur et puis de sauveur. Donc, je vais te faire du mal, je vais te dire que tu es nul, que tu sers à rien, que je te déteste. Puis après, je vais dire, mais non, je suis désolé, je ne pensais pas ce que je disais. Regarde, je te rassure, ça va aller, on va être bien ensemble et je vais te sauver. Je comprends que tu souffres, je suis désolé. Donc, je deviens le sauveur à ce moment-là. Et puis, je vais changer de rôle. Ça, c'est très courant dans les relations de manipulation. Très souvent, les manipulateurs vont nous envoyer du négatif et vont nous donner un petit coup de poignard dans le dos, puis après, ils vont devenir des sauveurs. « Oh mais non, tu sais, je t'aime, je veux qu'on aille bien ensemble, et voilà, je vais réparer mes erreurs. » Ça dure un temps, puis après, ils vont à nouveau vous donner ce coup de poignard dans le dos. Donc, vous maintenez toujours le circuit. Donc, ça peut se jouer à deux en changeant de place.
Vous-même, vous pouvez passer d'une position de victime à une position de persécuteur. Donc, vous pouvez être là, « Oh mon Dieu, mais j'ai besoin qu'on m'aime, j'ai besoin de toi, je compte sur toi, arrête de me faire du mal, s'il te plaît, aime-moi, et j'ai besoin que tu me nourrisses tout le temps. » Et puis après, je vais devenir un persécuteur. « Oui, mais c'est de ta faute, t'es qu'un salaud, et etc., etc., etc. » Je vous laisse imaginer toutes les variations possibles de ça. Mais on peut aussi jouer ce schéma-là à 3. Donc on peut faire intervenir d'autres personnes et jouer ce triangle dramatique à 3 ou même plus, parce que ce schéma existe aussi bien au niveau individuel ou entre deux personnes qu'à un niveau plus global, plus collectif. Et si vous regardez les fonctionnements de différents groupes au sein de notre société, eh ben, vous pouvez analyser ce schéma et le voir apparaître dans plein de situations. À chaque fois qu'il y a une victime, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir un sauveur et un persécuteur, et vice-versa. Donc pourquoi est-ce que les êtres humains vivent ça? Alors il y a plein d'explications et l'explication majeure, c'est qu'on a des conditionnements, on a des traumatismes qui nous font aller dans ces postures, mais le fait que ça se maintienne entre nous et les autres, est un des plus importants mécanismes, ce sont les cordes que je viens de décrire précédemment. Bon, ce ne sont pas le seul mécanisme. Donc, par exemple, si vous vous sentez attaqué, si vous sentez qu'il y a comme quelqu'un qui vous veut du mal, eh bien, très probablement, c'est parce qu'il y a une corde négative, pointue, et vous pouvez analyser où est-ce que vous ressentez ça dans votre corps. Et si vous sentez qu'il y a une douleur, par exemple, eh bien, ça peut être parce que quelqu'un a une intention malveillante envers vous. En fait, vous pouvez le faire maintenant. On va le faire ensemble. Et si vous ressentez qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous voudrait du mal, même si vous ne savez pas qui, mais vous avez comme l'impression d'être attaqué et vous ressentez une douleur quelque part dans votre corps, eh bien, mettez votre attention dans cette douleur. Par exemple, imaginons que j'ai une douleur à l'épaule. Et cette douleur, les médecins m'ont dit qu'il n'y avait rien, mon kiné, mon ostéopathe m'a dit qu'il n'y avait rien, et j'ai tout le temps mal, et c'est comme s'il y avait quelque chose de pointu qui était planté. Bon, mettez votre attention à cet endroit-là, sentez là où ça vous transperce, et vous allez certainement ressentir qu'à cet endroit-là, il y a une émotion. Et si vous avez l'impression que ça vous transperce, alors c'est comme s'il y avait comme une flèche ou une lance, quelque chose de pointu qui vient se planter. Et donc, vous pouvez sentir la forme de ce truc pointu. Et si vous suivez cette forme de là d'où elle vient, eh bien, vous devriez sentir que ça fait comme une corde, comme un tube, en quelque sorte, comme un fil, et que ce fil vous amène à quelqu'un, et vous devriez sentir, ah ouais, c'est cette personne-là qui m'en veut. Donc, mettez la vidéo sur pause si vous avez besoin de prendre le temps pour le faire, et sentez ce qui se passe. Donc, si vous sentez ce mécanisme, vous pouvez analyser ce qui se passe. Vous ressentez une émotion là où ça vous fait mal, et il y a une phrase que vous envoyez à l'autre personne. Cette personne-là aussi, elle vous envoie une phrase. Et c'est probablement pas une phrase très sympathique. C'est probablement une phrase du type je te déteste, meurs, disparais, ou je te contrôle, ou quelque chose d'assez négatif, assez malsain. Donc vous avez identifié pourquoi vous avez mal et qu'est-ce qui se passe entre vous et cette personne. Donc ça, c'est une forme de corde et on va voir comment vous libérer de ça. Maintenant, si vous vous sentez persécuté mais que ce n'est pas une corde, il peut y avoir d'autres mécanismes. Par exemple, si vous sentez plutôt qu'il y a une sorte d'anxiété, eh bien, il y a un mécanisme qu'on appelle les présences menaçantes. C'est comme si vous aviez quelque part autour de vous comme une présence qui vous menace et qui induit de la peur en vous. Et ça peut être une des raisons pour laquelle vous vous sentez pas bien, anxieux. Et c'est ce que j'appelle le manipulateur interne. J'en parle un peu plus en détail dans une autre vidéo. Mais revenons sur les cordes. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que vous libérez de ces cordes. C'est une des meilleures choses que vous puissiez faire pour améliorer vos relations et notamment pour sortir des relations toxiques ou des schémas négatifs de relations entre vous et les gens.
Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Il y a deux solutions que je connais en tout cas avec la thérapie Peak States. La première solution, c'est d'éliminer les cordes une par une, et on va voir comment faire dans un instant, avec une technique qu'on appelle le DPR. DPR, ça veut dire en anglais Distant Personality Release. En français, on pourrait traduire ça par relâchement de la personnalité distante. Je vais vous expliquer. Il faut savoir qu'en moyenne, la plupart des gens vont avoir une quinzaine de cordes. C'est-à-dire qu'une personne normale va avoir des cordes avec ses proches, la famille, les amis, les collègues, les voisins. On a tous des cordes et c'est quelque chose de naturel et la moyenne des gens vont avoir une quinzaine de cordes. Donc on peut les éliminer une par une, mais ça prend du temps et les cordes vont se recréer, enfin pas celles qu'on a éliminées, mais de nouvelles cordes plutôt peuvent se recréer dans le futur. Mais c'est bien de savoir les éliminer. La deuxième solution, c'est de toutes les éliminer définitivement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus refaire de cordes après, et ça, c'est inclus dans un protocole, un processus qu'on appelle le silence mental, qui a pour effet d'éliminer toutes les cordes, mais aussi d'éliminer d'autres mécanismes. Évidemment, c'est la solution que je recommande. Seulement le silence mental, c'est un protocole que vous devez effectuer avec un thérapeute certifié dans la méthode Peak States. C'est le seul protocole qu'on connaît pour définitivement éliminer les cordes. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez me contacter ou contacter un de mes collègues. Mais maintenant, voyons comment faire pour éliminer les cordes une par une. Parce que si vous ressentez une douleur maintenant ou si vous avez identifié que vous avez une relation négative avec quelqu'un, ça serait bien de vous en libérer. Alors, comment on va faire? Prenons par exemple cette corde-là. Imaginons que vous ressentez par exemple de la colère et cette colère, elle est liée à la croyance qui dit « les gens qui m'aiment me font du mal ». Parce que vous avez vécu ça dans votre vie, les gens qui m'aiment me font du mal. Bon, c'est l'émotion que vous avez. Et imaginons que vous êtes avec quelqu'un qui a de la colère et qui vous envoie le message « tu mérites de souffrir ». Bon. Dans ce cas-là, vous êtes tous les deux coincés dans ce schéma. D'accord? La personne n'a pas le choix, elle vous envoie ça automatiquement, et vous n'avez pas vraiment le choix, vous lui envoyez ça automatiquement, et vous êtes toutes les deux coincés dans ce schéma. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose, c'est déjà de prendre conscience du message que vous envoyez à l'autre et du message que vous recevez. Donc, pour ça, comment on fait? La première chose à faire, c'est de fermer les yeux et de visualiser cette personne. Et vous allez sentir que cette personne a une émotion ou une attitude. Vous devriez sentir qu'elle n'est pas neutre et qu'il y a quelque chose chez elle, une émotion que vous connaissez, une partie de sa personnalité qui vous fait souffrir. Et vous allez pouvoir identifier que cette émotion, elle existe quelque part dans le corps de cette personne. Donc, où est-ce que ça se passe dans son corps? Est-ce que ça vient de ses yeux? Est-ce que ça vient de sa bouche ou de sa gorge, de son cœur, de son diaphragme, de son ventre ou ailleurs? Et quelle est votre réaction à vous? Quand vous sentez cette émotion chez l'autre, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Par exemple, si vous ressentez dans le cœur que ça vous fait souffrir, eh bien vous allez pouvoir remarquer qu'entre la zone chez l'autre personne où il y a cette émotion et votre cœur, il y a cette corde qui ressemble à une sorte de tube ou une sorte de fil. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça une corde. Et c'est à travers la corde qu'il y a ce message qui passe. Et donc, vous pouvez écouter quel est ce message que l'autre vous envoie. C'est souvent quelque chose qui est implicite, quelque chose qui n'a pas été formulé avec des mots dans votre relation, mais quelque part, inconsciemment, vous savez que c'est ça que cette personne vous envoie comme message. D'une manière ou d'une autre, vous le savez. Donc, la première étape, c'est de prendre conscience de tous ces éléments. Bon, maintenant que vous savez ce qui vous fait souffrir, voyons comment éliminer cette corde. Ce que vous allez faire, c'est décider vous-même que vous voulez vous libérer et que vous voulez libérer l'autre personne aussi. Même si ce qu'elle vous envoie est négatif et que ça vous fait souffrir et que ça vous coince, eh bien vous voulez que les choses se décoincent pour vous deux. Parce que tant que vous avez
de la malveillance, c'est-à-dire le contraire de la bienveillance, la technique ne fonctionnera pas. Cette technique est basée sur la bienveillance. Donc vous devez avoir de la bienveillance pour vous, mais aussi pour l'autre. Ça va vous demander un effort, sans doute, mais ça en vaut la peine, parce que vous voulez vous libérer et vous voulez libérer l'autre personne aussi. Et comment vous allez faire concrètement? Vous allez décider d'arrêter de lui envoyer ce message que vous lui envoyez, et à la place, vous allez vous mettre vous-même dans une émotion d'amour et d'acceptation. Vous allez penser à quelque chose qui vous fait sentir de l'amour, ou alors vous allez simplement décider, choisir, de ressentir de l'acceptation, de l'amour pour cette personne. Alors, c'est sûr que ça va vous demander un effort, mais croyez-moi, ça en vaut la peine. Et vous allez ressentir de l'amour pour cette personne parce que vous ressentez de la bienveillance et vous avez envie que cette personne, elle aussi, soit libérée tant qu'à faire. Et donc, ça va vous prendre plusieurs minutes, généralement entre 2 et 3 minutes. Et ce que vous allez faire, c'est continuer à faire émaner de vous un sentiment d'amour et d'acceptation. C'est comme si vous disiez à la personne, au lieu de lui dire « tu me fais souffrir », vous allez lui dire « je t'aime et je t'accepte ». Je t'aime et je t'accepte. Je t'aime et je t'accepte. Et ainsi de suite. Et la clé de cette technique, c'est de véritablement accepter l'autre personne de manière inconditionnelle. Donc, quel que soit ce qu'elle vous envoie comme message, quelle que soit l'émotion dans laquelle elle est, quel que soit le comportement que cette personne a envers vous, vous lui envoyez « moi, je t'accepte et je t'aime. Je t'accepte et je t'aime ». Et ça va peut-être vous paraître irrationnel et ça n'a pas de sens, mais faites-le quand même, testez. Voyez ce que ça fait si vous faites ça pendant 2-3 minutes et si vous le faites honnêtement. Si vraiment vous décidez, allez, j'accepte d'envoyer de l'acceptation inconditionnelle à cette personne, de ressentir de la bienveillance et même de l'amour. Ça ne peut pas vous faire du mal. Donc faites-le, et si vous avez du mal à le faire, vous allez ajouter un élément d'admiration, parce que ça aide beaucoup, mais ce que vous allez faire, c'est admirer l'autre personne, pas seulement, ou pas parce qu'elle vous envoie ce message négatif, pas parce que vous avez cette relation négative, mais vous allez décider d'admirer cette personne parce qu'elle s'accroche à son problème, parce qu'elle s'accroche à son émotion, et elle s'y accroche tellement que c'est admirable. Parce que cette personne est un être humain qui fait de son mieux pour survivre. Et elle fait de son mieux avec son bagage, avec ses émotions, avec ses failles, avec ses croyances négatives. Et elle fait de son mieux pour survivre. Et elle a tellement d'énergie, tellement elle fait de son mieux pour survivre que ça en devient admirable. Donc là, vous êtes en train vraiment de vous extraire de la souffrance et de la position de victime et de persécuteur. Et vous êtes en train de prendre conscience qu'en tant qu'être humain, on fait du mieux qu'on peut et qu'on a des souffrances en nous qui se manifestent. Et là, vous êtes en train de vouloir changer ça pour vous, mais aussi vous avez de la bienveillance pour l'autre. Et donc vous lui envoyez, moi, je ressens de l'amour, je ressens de l'acceptation, et même c'est admirable à quel point tu t'accroches à ce problème. Faites-le de manière honnête et sincère. Et au bout de 2 ou 3 minutes, vous devriez sentir que cette corde entre vous et l'autre personne commence à se dissoudre et qu'elle finit par se dissoudre complètement et disparaître. Et quand elle aura bien disparu, vous devrez avoir l'impression que l'autre personne est devenue neutre et qu'elle est comme plus lointaine, comme si vous ne la percevez plus vraiment. Et vous devrez sentir que vous êtes plus neutre, calme et paisible. Dans ce cas-là, bravo, c'est que vous avez réussi à éliminer cette corde entre vous et l'autre. Ça peut vous demander 2 à 3 minutes, ça peut vous demander 5 minutes, parfois même un peu plus pour les cordes les plus difficiles, mais faites-le. Et faites-le jusqu'à ce que cette corde disparaisse complètement. Si vous en avez besoin, vous pouvez coupler cette technique avec des techniques de traitement des émotions, de libération des émotions, comme l'EFT
ou la technique Peak State de base. Mais la clé, c'est d'avoir de l'acceptation inconditionnelle pour l'autre. Et ça fait que ce schéma négatif disparaît, et à la place, le message qui passe, c'est « nous sommes tous les deux en sécurité, nous sommes OK ». Et quand la personne reçoit le message « tu es en sécurité, tu es OK », nous sommes OK, nous sommes bien, ça va aussi relâcher son stress et relâcher son émotion. Et ça ne se manifestera plus dans votre relation. Donc voilà la technique DPR. C'est une technique très simple sur le papier. Et c'est en pratiquant que vous découvrirez que c'est plus simple aussi, une fois que vous l'avez fait quelques fois, parce que vous décidez que c'est la bienveillance, c'est l'amour qui va permettre d'améliorer les choses. Parce que vous ne voulez pas empirer les choses, vous voulez qu'elles s'améliorent. Et donc, vous voulez qu'elles s'améliorent pour vous et pour l'autre. Et ça, c'est de la bienveillance. Si vous êtes capable de faire ça, vous verrez que vos relations changent. Ça peut avoir besoin d'être répété parce qu'il peut y avoir plusieurs cordes dans nos relations, bien sûr, mais à chaque fois qu'il y a une corde qui se dissout, la relation va s'améliorer. Et c'est une bonne chose pour vous, c'est une bonne chose pour l'autre aussi, c'est une bonne chose pour tout le monde. Donc je vous encourage à pratiquer et à écrire sous cette vidéo un commentaire pour, si vous voulez, raconter un petit peu ce que vous avez découvert, ce que ça a changé pour vous. Ça peut être intéressant de partager sur ça pour inspirer les autres aussi. Et voilà, testez ces techniques, elles fonctionnent si vous la faites correctement, si vous la faites avec sincérité. Et le but du jeu, c'est de créer des relations qui sont de plus en plus harmonieuses, paisibles, positives. Et parfois, ça veut dire aussi que l'on va distancier ou s'écarter de l'autre personne un petit peu. Ça peut créer un peu d'espace entre nous et l'autre, ce qui fait que la relation change aussi parfois avec plus de distance, mais dans ces cas-là, c'est qu'il n'y a peut-être pas tant de points communs entre vous et l'autre personne, pas tant de raisons d'être en relation ensemble, et d'une certaine manière, c'est bien. Et vous pouvez reconstruire votre relation avec elle sur d'autres bases, des bases plus positives et plus saines. Donc voilà pour cette mini-conférence sur les cordes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer, à les écrire sous cette vidéo. Et encore une fois, je vous encourage à pratiquer. C'est en pratiquant qu'on change les choses. La compréhension intellectuelle, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Dans ces cas-là, il faut pratiquer. Merci et à bientôt pour une autre vidéo.